bienvenue dans ce webinaire organisé par la CFDT Cadre, donc premier webinaire à destination des salariés des TPE, des très petites entreprises, qui concerne aujourd'hui donc le télétravail, donc sa mise en place, sujet d'actualité, sujet du moment. Et nous allons donc vous proposer pendant cette heure de discuter autour donc de l'accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020 qui a été signé entre les partenaires sociaux et les organisations patronales donc autour du télétravail. En introduction, donc, me présenter déjà. Donc, je suis Jérôme Chemin, je suis secrétaire général adjoint de la CFDT Cadre et je suis en charge du numérique et plus particulièrement donc, du dossier télétravail. Je vais tout de suite passer la parole à Laurent Mailleux, qui est secrétaire général de la CFDT Cadre et qui va nous introduire donc, sur le sujet du télétravail et des TPE. Laurent, je te passe la parole. Merci Jérôme, bonjour à toutes et à tous. Comme tous les cadres, comme tous les salariés, les cadres des TPE sont fortement impactés par la crise sanitaire. Parmi les cadres en TPE, donc 35% des cadres en TPE étaient début décembre en télétravail du fait de la pandémie, ainsi qu'en a fait état notre baromètre réalisé avec la société Kantar. C'est beaucoup moins que l'ensemble des cadres du privé, 55% d'entre eux étaient en télétravail. On va revenir dans quelques instants sur ce que disent les cadres des TPE en télétravail dans cette enquête menée début décembre. Les cadres en TPE sont 500 000 à travailler dans les entreprises de moins de 11 salariés et sur lesquelles les élections TPE qui se dérouleront du 22 mars au 6 avril viennent heureusement orienter le projecteur social. La très grande majorité d'entre eux sont dans des entreprises dépourvues de délégués syndicaux et il n'y a pas de comité social et économique. Dans beaucoup de PME aussi, la situation est identique. Alors début décembre, nous étions juste après la conclusion de l'accord national interprofessionnel sur le télétravail, dont on va parler aujourd'hui, qui fixe des orientations nationales pour la mise en place réussie du télétravail et qui concerne aussi les salariés des TPE et les cadres en l'occurrence pour aujourd'hui. Pour autant, le télétravail n'a pas attendu cet accord pour être mis en place soit par le dialogue social à l'appui de l'accord de 2005, soit de gré à gré selon le Code du travail, soit de façon contrainte lors du premier confinement. Nous verrons avec Jérôme Chemin comment le cadre juridique du télétravail évolue et comment évolue aussi la perception du télétravail et sa pratique concrète dans les différents types d'organisations. Dans notre baromètre, par rapport à l'ensemble des cadres en télétravail, les cadres TPE qui le sont indiquent une plus grande satisfaction sur le niveau d'équipement, sur les liens avec les collaborateurs, avec les collègues, avec la hiérarchie quand elle existe, sur l'équilibre et sur la déconnexion. Cependant, sur ces deux derniers points, la question de l'équilibre vie pro-vie perso ou la déconnexion, si globalement ils sont plus satisfaits, les cadres TPE sont plus nombreux à ne pas être satisfaits du tout. Donc il y a vraiment des points d'insatisfaction. Par ailleurs, les cadres en TPE, dans le baromètre, expriment des attentes plus marquées sur la déconnexion que l'ensemble des cadres. Mais en fait, l'attente numéro 1 pour mieux vivre votre travail, nous disent les cadres en TPE, c'est de trouver un équilibre plus satisfaisant entre la vie privée et la vie professionnelle, pour environ 7 cadres sur 10. Enfin, 77% des cadres en TPE, ce sera le dernier chiffre ou presque, pensent que les manières de travailler changeront avec cette crise. Un avis assez partagé par l'ensemble des cadres, mais les cadres en TPE ont une vision moins optimiste ou plus réaliste de l'impact de ces changements. 26% d'entre eux pensent que les changements seront positifs. Et pour finir, 25% des cadres en TPE pensent que l'utilité des syndicats dans la période sera plus importante. Alors, recherche d'un meilleur équilibre, d'une vraie déconnexion, perspective de changement dans les manières de travailler, contribution de l'action syndicale. Sur toutes ces questions, avec Jérôme Chemin, à qui je vais rendre la parole, nous allons essayer de voir comment le télétravail peut tenir compte de ces attentes et à quelles conditions. Merci beaucoup Laurent pour cette introduction. Alors pourquoi déjà ce webinaire? La raison est très très simple, c'est que cette année, donc 2020 dont je parlais tout à l'heure, donc c'est l'accord national interprofessionnel qui a été signé, j'ai presque envie de dire qu'il a presque d'abord été fait pour les TPE. Alors ça serait peut-être un peu opportuniste de le présenter de la sorte, mais vous verrez que c'est en effet très important, car cette année va véritablement cadrer le télétravail. Alors on parle beaucoup aujourd'hui du télétravail dans les grandes entreprises, celles qui ont des organisations syndicales, celles qui peuvent négocier le télétravail. Il est important de bien comprendre que le télétravail est ouvert à toutes les entreprises, des petites aux plus grandes.
Alors cet accord national interprofessionnel, il a souvent été parfois critiqué en disant qu'il n'était pas contraignant, qu'il ne fixait pas d'obligation à l'employeur. Nous allons voir qu'en fait, c'est un véritable, entre guillemets, mode d'emploi pour mettre en place le télétravail, quelle que soit la taille de l'entreprise. Il va sans dire que dans les TPE, ça sera bien sûr l'objet d'un dialogue entre la direction et les salariés, dialogue qui est parfois rendu beaucoup plus facile par la taille de la structure. Alors déjà, pour bien comprendre le télétravail, de quoi parle-t-on? Le télétravail en France est encadré par, je dirais, deux accords nationaux et la loi. Alors, les accords nationaux, il y a d'abord le premier accord qui a été signé en 2005, donc l'accord national interprofessionnel 2005, le premier sur le télétravail, qui reste aujourd'hui valable sur un certain nombre d'articles, et on y reviendra. L'accord national interprofessionnel donc, du 26 novembre 2020 qui vient modifier deux articles importants de l'ANI 2005, à savoir le 4 et le 5 sur la réversibilité et tout ce qui est adaptation au télétravail. Et puis, bien sûr, les articles de loi, donc le 1222-9, 1222-10 et 1222-11, qui ont été modifiés par les ordonnances de ce qu'on appelait dites Macron en 2017. Voilà. Donc ça, c'est poser un petit peu le cadre juridique du télétravail. Alors, la première chose, évidemment, qu'est-ce qu'on entend par télétravail? C'est la possibilité donc d'exécuter des tâches hors des locaux de l'entreprise, donc des tâches qui auraient pu être faites dans les locaux de l'entreprise, qui sont exercées hors de ces locaux en utilisant les technologies, qu'on va dire maintenant les technologies informatiques, on n'a plus véritablement le terme de TIC, un petit peu placé. Voilà. Donc ça veut dire qu'un certain nombre de métiers ne sont pas du télétravail. Par exemple, une assistante maternelle qui garderait des enfants à domicile ne fait pas de télétravail. C'est vraiment en utilisant les technologies de l'information, de la communication, comme on le disait avant. Une deuxième chose importante aussi, c'est les personnes qui vont être concernées par le télétravail. Et ça, c'est le véritable apport de cette année 2020, c'est qu'on va véritablement s'intéresser aux tâches télétravaillables. C'est-à-dire que pendant longtemps, on s'est concentré sur les emplois télétravaillables, et là, véritablement, à la demande de la CFDT, on a basculé vers ce qu'on appelle la définition des tâches télétravaillables. Alors, pourquoi c'est important? Parce qu'aujourd'hui, une personne avant qui n'avait peut-être que 20% de ses tâches télétravaillables était exclue du télétravail. Voilà. Son emploi était considéré comme non télétravaillable. Or, 20% des tâches télétravaillables, eh bien, ça fait quand même une journée de télétravail par semaine. Donc ça, c'est la première chose importante. Donc la première chose importante, ça va être de définir les tâches télétravaillables. Alors pourquoi c'est important de les définir? Parce que ces tâches, vous allez les lister dans un document, donc qui sera peut-être un accord s'il y a des représentants syndicaux, qui sera peut-être une charte, voilà, s'il n'y a pas d'accord, en tout cas un document qui va un petit peu encadrer ce télétravail, et c'est véritablement sur ce document que les salariés vont pouvoir s'appuyer pour faire leur demande de télétravail, et surtout sur ce document que l'employeur va pouvoir se baser pour accepter ou refuser le télétravail. Donc on se rend compte que c'est véritablement important déjà de travailler en premier sur les tâches télétravaillables, et je dirais surtout sur les tâches qui ne le sont pas. Donc, une fois qu'on a listé, je dirais, les bénéficiaires du télétravail, on va avoir une certaine attention sur des populations particulières. Donc, ce qu'on appelle les populations particulières, c'est l'article 4 de l'ANI, où on va définir donc quatre populations particulières. La première chose, c'est les nouveaux salariés, et j'ai envie de dire aussi les alternants. Voilà, donc c'est les deux premières catégories de personnes. Pourquoi? Parce que ces personnes qui viennent de rentrer dans l'entreprise ou alternants qui ont besoin de se former au métier, eh bien, on va leur demander en tout cas d'avoir un certain nombre de jours de présence sur site pour elles déjà, et puis pour les personnes qui vont les encadrer. Voilà. Donc, il est important évidemment de ne pas isoler ces personnes, et c'était souvent le problème qu'il y a eu pendant cette période de confinement, c'est que beaucoup de personnes ont rejoint une entreprise ou des alternants ont rejoint aussi l'entreprise pour se former. Évidemment, on n'avait pas de tuteurs sur place puisque les tuteurs étaient en télétravail. Donc, c'est important évidemment d'avoir une attention pour ces gens-là. Et puis évidemment, les autres catégories de personnes, ça va être toutes les personnes en situation difficile, situation de handicap, situation de fragilité, où là, on va demander au manager de porter une attention particulière pour ces personnes pour qu'elles puissent bénéficier du télétravail. Il ne s'agit pas forcément de mettre en place des mesures spécifiques. Voilà, il n'est pas nécessaire que ces gens aient plus de jours de télétravail, etc. Mais on pense en tout cas à la CFDT qu'il est important de créer des conditions optimales de mise en place du télétravail pour que toutes les populations puissent en bénéficier. Et je dirais que les personnes qui font preuve de ces difficultés n'aient pas à les mettre en avant pour justifier une demande de télétravail. Voilà. Donc, plus on arrivera à ouvrir le télétravail à tous, plus on le rendra accessible à tous,
plus il sera facile pour ces personnes-là de ne pas forcément mettre leur situation en avant pour faire cette demande de télétravail. En tout cas, quand la situation est connue, quand la fragilité est connue, il est demandé au manager d'avoir une attention particulière pour attribuer ce télétravail. Et puis, il y a aussi une catégorie qui fait un peu son entrée dans l'accord national interprofessionnel de novembre 2020, ce sont les aidants familiaux, voilà, à qui on demande aussi au manager d'avoir une attention, pour qui on demande d'avoir une attention particulière au manager sur ces questions. Alors, les principes maintenant du télétravail, une fois qu'on est véritablement rentré donc, sur les bénéficiaires du télétravail, les principes. Alors déjà, un principe important, et là, je vais d'abord rentrer dans la situation du télétravail régulier, c'est-à-dire en gros celle qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Vous avez deux situations de télétravail importantes, le télétravail régulier et le télétravail exceptionnel. Le télétravail exceptionnel, c'est le 1222-11, télétravail exceptionnel qui est mis en place par l'employeur de façon unilatérale. J'aurai l'occasion d'y revenir un tout petit peu plus tard. Là, on va se concentrer sur ce que j'appelle le 1222-9, donc le télétravail régulier. Donc déjà, ce télétravail régulier, c'est-à-dire celui qu'on ne connaît pas en ce moment, il est basé sur le double volontariat. Et ça, c'est très important, c'est-à-dire que c'est une organisation du travail qui, tant qu'on n'est pas dans une situation exceptionnelle, ne peut pas être imposée aux salariés. Ça, c'est très important. La deuxième chose, c'est que ce télétravail, il va être formalisé. Il va falloir le formaliser. Alors, beaucoup d'entreprises donnent encore la possibilité de signer un avenant de télétravail. Voilà, il faut savoir que cet avenant, désormais, n'est plus obligatoire. Il l'était avant les ordonnances Macron, il ne l'est plus désormais. Donc, les ordonnances sont retirées dans le 1222-9, l'obligation de faire un avenant de télétravail, mais il est toujours conseillé, et nous, à la CFDT4, on vous recommande en tout cas d'avoir une formalisation de ce télétravail qui permet en gros de rendre tout litige facile à régler, entre guillemets. Une fois qu'on a formalisé donc, ce télétravail, une fois qu'on a bien noté la notion de volontariat, il va falloir évidemment informer le salarié. Il faut l'informer donc sur les règles en vigueur du télétravail. C'est la raison pour laquelle on demande aux entreprises et aux directions de faire du télétravail un objet de dialogue social. Voilà. Il n'est pas nécessaire que l'employeur fixe seul les règles de manière unilatérale. Voilà. Et nous avons déjà dans nos champs professionnels un certain nombre de TPE qui ont ouvert un dialogue avec leur employeur donc pour mettre en place le télétravail et donc en gros permettre cette information des salariés, alors que ce soit une information très pratico-pratique, les horaires de travail, le principe de déconnexion, les frais remboursés, les horaires à laquelle on peut être joint, etc. Donc des choses très pratico-pratiques qui permettent aux salariés en télétravail de savoir en gros quels sont ses droits, quelles sont ses obligations, quels sont ses moyens. Ensuite, donc, une fois qu'on a donc ce double volontariat, il n'est pas évident pour le salarié que le télétravail lui donne toute satisfaction. De même que pour le manager, il peut découvrir en cours de réalisation de la mission que le télétravail n'est pas adapté non plus à quelqu'un de son équipe. Donc, dans ce cas-là, il y a ce qu'on appelle une période d'adaptation, on va appeler ça grossièrement une période d'essai du télétravail, qui va permettre à l'un et l'autre des parties de revenir en arrière si cette forme de travail n'est pas satisfaisante. Et là, on pourrait se dire, voilà, donc, la période d'adaptation est passée, la formalisation du travail est faite, etc. Pas possible de revenir en arrière. Eh bien, heureusement, si, puisque l'année 2020 prévoit en effet une période de réversibilité, c'est-à-dire une période pendant laquelle vous allez indiquer à votre manager ou votre manager vous indiquer que le télétravail ne donne pas satisfaction. Et dans ce cas-là, on va fixer un délai. Voilà, on va se dire, voilà, on se donne un peu un préavis pour dénoncer le télétravail. Voilà, en gros, je suis salarié, je dis aujourd'hui à mon manager que le télétravail ne me donne pas satisfaction, j'ai un mois pour revenir dans les locaux de l'entreprise de façon continue et retrouver mes conditions de travail telles que je les connaissais avant de connaître le télétravail. Voilà, donc cette période de réversibilité elle est très importante parce que, et nous c'est ce qu'on propose dans notre guide télétravail, on propose un diagnostic aussi aux salariés. Il faut garder à l'esprit que le télétravail n'est pas fait pour tous les salariés. Et on le voit pendant cette période de télétravail forcé, en tout cas, un certain nombre de personnes émettent des réserves sur leur capacité à faire du télétravail. Donc, c'est important de ne pas rendre impossible, je dirais, le retour en arrière. Alors, une fois qu'on est sur ces conditions, voilà, maintenant qu'on a un petit peu vu le cadre dans lequel on pouvait faire ce télétravail, il va falloir fixer le nombre de jours. Alors là, le nombre de jours, c'est quelque chose, je dirais, qui a beaucoup évolué ces dernières années. On était au début sur quelque chose de très formel sur le télétravail. On signait un nombre de jours de télétravail qui était un nombre de jours fixe. Je
signais pour le mardi et le jeudi, et il n'était pas possible souvent de changer de jour, etc. Aujourd'hui, on voit dans la plupart des accords qui sont signés une certaine souplesse, et l'ANI 2020 a souhaité refléter cette souplesse, puisqu'il donne la possibilité de contractualiser, de formaliser, de mettre en place le télétravail avec un certain nombre de jours par semaine, par mois, par semestre, voire par an. Voilà, et de créer des formules beaucoup plus flexibles avec des jours fixes, des jours variables, ou des modèles hybrides avec des jours fixes et des jours variables à la fois. Donc quelque chose de très très large. Et ça, on encourage vraiment les salariés à s'emparer de ces formules et aux employeurs, les employeurs aussi, hein, puisque c'est en développant cette flexibilité. Dieu sait que la flexibilité, on en a besoin en TPE, souvent vu la taille des équipes, la nécessité des projets, la réactivité qu'il faut avoir. Donc c'est important de pouvoir donner cette certaine latitude aux uns et aux autres pour pouvoir organiser le télétravail. Il faut toujours veiller, quand on met en place ce type de télétravail, bien sûr, à mettre en place des délais de prévenance. Voilà. Il n'est pas agréable pour un salarié qui avait prévu d'être en télétravail le mardi, d'apprendre le lundi soir à 19h, qui ne pourra finalement pas faire de télétravail. Voilà. Donc, ce qu'on vous recommande, c'est toujours de mettre en place, de toujours demander à ce qu'il y ait un délai de prévenance pour une annulation ou un report de jours de télétravail. Voilà. Alors ensuite, ce qui est important aussi, c'est, une fois qu'on a défini un petit peu tout ça, c'est d'avoir aussi des droits à la formation. Voilà. Le télétravail, ça ne s'improvise pas. Voilà. On a besoin d'être formé. Donc, ça va des formations très simples aux outils numériques. On va apprendre à se former aux outils de messagerie instantanée, aux outils de partage de documents. Ça va être important aussi pour les managers de se former au management à distance. Voilà, c'est quelque chose qui ne s'improvise pas. Alors, sur le management à distance, je vous invite aussi à aller regarder ce qui s'est fait au niveau de l'accord national interprofessionnel de février 2020 sur les cadres. Voilà, donc, parce qu'il y a eu pas mal de choses qui ont été dites aussi sur le management à distance. En tout cas, on invite de plus en plus les organisations à mettre en place des formations sur le management à distance, parce que déjà qu'en présentiel manager, ça ne s'apprend pas. À distance, c'est encore, je dirais, encore plus compliqué. On va ensuite se concentrer sur le matériel. Voilà. Sur le matériel, beaucoup de choses ont été dites, notamment pendant le confinement. On a tous en tête peut-être ces images de salariés qui se sont dépêchés d'aller au bureau chercher leur écran, leur chaise ergonomique, voilà, leur imprimante même parfois. Voilà. Donc l'importance de bien cadrer l'utilisation du matériel. Alors bien souvent, je dirais dans 99% des cas, c'est un matériel qui est fourni par l'employeur. On voit de plus en plus se développer ce qu'on appelle le BIOD dans les entreprises, le Bring Your Own Device, qui est j'apporte mon propre matériel. Voilà, donc je vais travailler avec mon matériel, celui que j'ai acheté, mon personnel, et l'entreprise pourra prendre en charge des frais de maintenance ou l'achat de certains logiciels. Il est important en tout cas que ce matériel réponde à des conditions minimum de sécurité pour faire votre travail. On peut y ajouter des outils tels que le VPN qui vous permettent de vous connecter à distance à votre réseau sécurisé d'entreprise pour accéder à des documents par exemple. Le matériel, c'est pas que ça. On verra tout à l'heure dans la prise en charge des frais. Ça peut être aussi un écran supplémentaire, une webcam pour faire des visios, enfin bon, des choses comme ça, en tout cas, il est bien important de cadrer dès le départ parce que il est important que les règles, encore une fois, ce que je disais en introduction, soient les mêmes pour tous. Voilà. Il n'est pas normal que certains puissent bénéficier de matériel de l'entreprise alors que d'autres vont souvent utiliser leur propre matériel, voire ne pas avoir de matériel du tout. Alors, j'en viens avec l'introduction de ce matériel sur le chapitre qui fait en ce moment énormément de bruit. C'est la prise en charge des frais professionnels. Donc là, évidemment, c'est quelque chose qui reste d'actualité, puisque les frais professionnels, la prise en charge des frais professionnels est mentionnée à l'article 7, je crois de mémoire, dans l'accord national interprofessionnel de 2005, qui dit que tout frais engagé par le salarié dans le cadre de son travail doit rester à la charge de l'employeur. Il faut savoir que la loi, par les ordonnances Macron, a supprimé la prise en charge obligatoire des frais. Voilà, donc en tout cas, l'ANI 2005 reste valable et l'ANI 2020 invite en tout cas à une négociation sur le sujet. Pour le matériel, on va avoir les frais, on va avoir deux types de prise en charge. Donc le matériel, donc là on est dans du mobilier, ça peut être un bureau, une chaise ergonomique, un écran supplémentaire comme je le disais. Et puis on va avoir les frais de tous les jours qui sont électricité, internet, chauffage. Et là bien souvent on va se référer au barème URSSAF. Alors le barème URSSAF, c'est un barème qui vous permet en gros de ne pas avoir à fournir de justificatif et à l'entreprise de ne pas payer de cotisation sur le remboursement de ses frais. Il
faut savoir que le barème URSSAF donc, est un barème assez simple. Hein, c'est un jour de télétravail par mois, c'est 10 euros remboursés, 2 jours 20 euros, 3 jours 30 euros, 4 jours 40 euros, 5 jours 50 euros. Alors, il y a une modification qui a été apportée dans une note de l'URSSAF le 29 janvier dernier, qui dit par contre que tout montant qui peut être mis dans un document ou négocié par l'employeur, eh bien, tout montant inscrit dans ce document, que ce soit une charte ou un accord en tout cas, est réputé conforme à son objet. C'est-à-dire qu'en gros, dans des entreprises qui souhaiteraient négocier un montant supérieur, hein, par exemple 60 euros pour 3 jours de télétravail, eh bien, ce montant serait réputé conforme à son objet, ce qui fait que l'employeur n'aurait pas à payer de cotisation et le salarié n'aurait pas à fournir de justificatif. Voilà. Donc c'est tout récent, hein, c'est suite à la pandémie qu'on a vu un petit peu revoir ce point. Je vais très vite sur certains sujets, ne vous inquiétez pas, hein, le but est de privilégier évidemment les échanges ensuite. Hein, si vous voulez revenir sur certains points, n'hésitez pas. Voilà. Un point aussi important, hein, qui a été évidemment l'objet de toutes les observations que nous avons pu faire pendant cette crise sanitaire, c'est la prévention des risques psychosociaux et l'isolement des salariés. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est bien souligné dans l'accord national 2020. Il faut absolument prévoir des mesures dans les accords, dans les chartes, dans les discussions qu'on peut avoir avec l'employeur, pour qu'en tout cas, on prévienne l'isolement des salariés et qu'on soit capable aussi d'identifier des signaux d'alerte sur les risques psychosociaux. Voilà. Mettre quelqu'un 3 jours en télétravail, cette personne-là va pouvoir y trouver un intérêt dans sa vie perso pour s'organiser. Ça ne sera pas forcément bon pour elle et ça peut évidemment être nocif. Et on sait très bien qu'identifier une personne en détresse à distance, c'est évidemment beaucoup plus compliqué à faire qu'une personne qui peut être présente dans les locaux de l'entreprise. Donc ça, il y a tout un chapitre aussi, je vous invite à aller le voir, hein, c'est l'article 5 donc, de cet accord national interprofessionnel. Alors maintenant, je voudrais revenir avant de vous passer la parole, hein, sur le dernier chapitre qui nous concerne actuellement, c'est la mise en place donc, du télétravail exceptionnel. Donc le télétravail exceptionnel, c'est le 1222-11, il est beaucoup plus directif. C'est-à-dire que là, on ne demande plus l'autorisation du salarié, il n'y a plus de réversibilité, il n'y a pas de période d'adaptation. Et c'est la raison pour laquelle la majeure partie des Français qui ont fait du télétravail au mois de mars 2020 l'ont fait pour la première fois. Donc là, on est dans un télétravail, entre guillemets, contraint. Voilà, donc c'est l'employeur qui peut décider, au nom de la prévention des risques et de la santé des salariés, de mettre tous les salariés en télétravail pour une période plus ou moins longue. Alors les cas sont des cas de force majeure, de pandémie, voilà, de situations exceptionnelles. Ces cas sont encadrés donc par le 1222-11. Alors le 1222-11, juste pour vous faire un petit historique, il avait une petite phrase avant les ordonnances Macron qui indiquait que les modalités d'application de ce télétravail exceptionnel devaient faire l'objet d'un décret en Conseil d'État. En gros, le Conseil d'État aurait dû fixer les règles de l'organisation de ce télétravail exceptionnel. Sauf qu'évidemment, ce décret n'ayant jamais été pris, M. Macron a demandé des nouvelles du décret, le décret n'ayant pas été pris, M. Macron s'est contenté de supprimer la phrase, voilà, donc privant du coup, le Conseil d'État ou tout autre organisme donc, de venir définir ce qu'était le télétravail exceptionnel. Donc là, l'ANI 2020 n'a pas fait beaucoup mieux hein, en la question, donc on va encore avoir beaucoup de travail à faire sur cette question-là. Et je dirais que ça a été le grand angle mort de cette période de confinement, parce qu'on s'est rendu compte que même les entreprises qui avaient négocié des accords sur le télétravail s'étaient souvent contentées de mentionner le 1222-11 sans forcément mentionner ces modalités d'application. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle on a eu beaucoup de difficultés, hein, mais comme disait un sociologue, cette pandémie a été beaucoup un impensé, donc du coup on ne pouvait pas imaginer qu'on serait dans cette situation, donc on n'a pas traité dans les accords de télétravail le télétravail exceptionnel. Donc là il y a un travail à faire dans les discussions qu'on peut avoir avec l'employeur. Alors notamment un aspect important, je parlais tout à l'heure des bénéficiaires du télétravail. Là, par définition, on est censé mettre tous les salariés en télétravail. Et l'angle mort, il est sur ceux qui ne peuvent pas télétravailler. Voilà, vous êtes dans une entreprise, il y a quelqu'un, par exemple, qui distribue le courrier. Une personne qui distribue le courrier ne va pas pouvoir faire de télétravail. Qu'est-ce qu'on fait de ce salarié si le télétravail est imposé par l'employeur? Alors, on a vu des dérives, hein, des employeurs qui demandent à leurs salariés de prendre des jours de congé. On a eu, entre guillemets, la chance, pendant cette crise sanitaire, d'avoir le chômage partiel, mais ça ne sera peut-être pas toujours le cas. Donc, il est important d'encadrer, en tout cas, ce télétravail exceptionnel. Parce qu'on va se retrouver avec des tâches qu'on
télétravaillent pas habituellement, qu'on va peut-être télétravailler de façon exceptionnelle. Et pareil pour les gens qui vont se retrouver à faire des tâches qu'ils ne télétravaillent pas habituellement, qui vont devoir faire en télétravail exceptionnel. Comment on les accompagne, ces personnes-là? Parce que souvent, elles n'ont pas fait de télétravail habituellement. Donc, il va falloir aussi les accompagner sur tous les aspects que j'ai dit tout à l'heure, notamment les aspects sur la formation, l'information, l'équipement de matériel, pour qu'elles comprennent exactement comment elles vont pouvoir mener leurs tâches. Alors, tout ça, il y a une ombre qui plane un petit peu au-dessus de tout ce que je viens d'expliquer, c'est le manager. Voilà, c'est le manager. Et là, il y a, je dirais, une revanche. Hein, parce que je dis une revanche parce que souvent, elle a été malmenée ces dernières années, notamment avec voilà, le discours autour des entreprises libérées, etc. Donc, le manager de proximité reprend un rôle essentiel dans le télétravail. Donc, il va avoir un rôle véritablement à la fois d'accompagnement, de coordination, de formation, et puis de prévention aussi sur tous les risques d'isolement dont je viens de parler. Donc, il y a un grand chapitre aussi sur le management à distance, tel que je le disais en introduction tout à l'heure en citant les cadres, qu'il est essentiel, en tout cas, de travailler dans les accords pour que les managers de proximité ne se retrouvent pas. Il faut savoir que dans beaucoup de sondages qui ont été faits pendant ce confinement, les managers de proximité ont été sûrement la population qui a le plus souffert de cette organisation de télétravail forcé. Voilà. Je suis allé un petit peu vite, hein, j'ai voulu brosser un petit peu une vision très rapide de cet accord national interprofessionnel 2020. Je vous invite à aller le lire, il est notamment en ligne, il est disponible sur notre site internet. Alexandre a fait défiler pendant mon intervention notre page télétravail sur notre site CFDT Cadre. Il faut savoir qu'un guide va sortir au cours du premier trimestre, donc un guide, il y a déjà un guide télétravail sur notre site, là il y a un guide complètement réécrit sur le télétravail, donc il va sortir courant mars, donc il va tenir compte de cet accord national professionnel de 2020. Voilà. Alexandre, je te laisse la parole s'il y a des questions éventuellement. Alors, on a peu de questions pour l'instant, mais des questions de qualité malgré tout. Catherine nous demande si l'on peut faire une charte avec une différenciation entre les salariés cadres et non cadres. Je pense que pendant le confinement, on a vu que la charge qui pesait sur ces deux types de salariés n'était pas la même. Donc, que peux-tu dire là-dessus? Alors, je vais revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que moi, je suis très attaché à la notion de tâche télétravaillable. C'est-à-dire que, et on peut dire qu'évidemment, une tâche de cadre, qui va être surtout sur l'encadrement, le management, etc., va être différente d'une tâche de non-cadre. Donc, faire une différenciation dans la charte en partant des tâches qui font qu'on va parler différemment des cadres et des non-cadres, ça paraît évidemment important. C'est très important. Plus de toute façon, on ira dans le détail, et l'accord national interprofessionnel nous y invite de rentrer dans le détail des tâches qui sont télétravaillées ou pas, nous invite en tout cas à pouvoir faire en tout cas une différenciation entre cadres et non-cadres. Et puis, il va y avoir aussi toute la question que je viens de dire autour du management de proximité qui invite aussi à prendre des mesures particulières pour les cadres. Oui. Tant que ce n'est pas des mesures discriminantes, évidemment, si vous commencez à faire une charte où on rembourse plus les cadres que les non-cadres, etc., c'est une touche d'humour, mais voilà, il faut toujours veiller à ne pas être discriminant. Quand on n'est pas discriminant, je dirais, sur le statut, il n'y a pas de raison. En tout cas, on peut forcément être discriminant, en tout cas différenciant, on peut être différenciant sur ce qu'on va mettre en place pour les différentes tâches, pour les personnes qui font des tâches dans l'entreprise. Voilà. J'espère avoir répondu à la question de Catherine. Merci Jérôme. Alors vous pouvez poser vos questions dans le chat. Je vois une nouvelle question signée Eric qui demande si les frais de prise en charge électrique et de chaises de bureau sont obligatoires. Existe-t-il une liste exhaustive? Alors, c'est la question piège. Voilà. Alors, si vous prenez un avocat, l'avocat va vous faire une lecture stricto sensu des textes. Pour l'avocat, il n'y a pas de doute. L'accord 2005 reste valable, bien qu'il y ait eu un accord 2020, bien qu'il y ait eu la loi avec le 1222-10 qui supprime la prise en charge des frais. L'avocat vous dit tout frais engagé par le salarié pour son travail doit être pris en charge par l'employeur. Dans les faits, c'est plus compliqué, puisque ça fait l'objet, comme le rappelle l'ANI 2020, d'une négociation. Donc l'accord 2005 était très clair, 2020 dit que ça doit faire l'objet d'une négociation, en tout cas d'un dialogue. Voilà, un dialogue avec l'employeur. Et aujourd'hui, malheureusement, on se retrouve avec des entreprises qui ne prennent pas en charge les frais. Alors, il faut bien différencier les frais d'installation et les frais récurrents que j'appelle électricité Internet. Voilà.
Les frais d'installation, ce sont des kits de télétravail, hein, ce que je disais, une chaise, un bureau, un écran. On commence à le voir apparaître dans certaines discussions. Beaucoup de boîtes le refusent. Ce que vous pouvez faire malgré tout quand vous discutez du télétravail avec votre employeur, c'est qu'à partir d'un certain nombre de jours de télétravail par semaine, vous pouvez demander à ce que un kit soit fourni. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'entreprises, par exemple, qui n'avaient jamais pris en charge les frais d'installation et qui, pendant la période de confinement, les ont pris. D'ailleurs, il y a des startups qui ont senti le vent venir, puisque qui ont surfé un peu sur la vague. Il y a des startups aujourd'hui qui proposent des kits télétravail. Ça va de 350 € à 1000 € avec, vous avez tout matériel fourni, etc. Et ça fait l'objet d'une négociation. Alors, dans les négociations, on commence à avoir des choses arriver avec non seulement la prise en charge du matériel, mais surtout le renouvellement du matériel. Parce qu'il y avait beaucoup d'accords qui prévoyaient jusqu'à présent la prise en charge du matériel. Et en gros, c'était du matériel. Vous aviez une chaise, vous l'aviez pour 20 ans, c'est resté 20 ans dans la boîte. Aujourd'hui, on commence à avoir des renouvellements de matériel possibles sur 5 ans, etc. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse sur les TPE-PME. C'est souvent, c'est parfois dans les TPE-PME qu'on arrive mieux à négocier la prise en charge du matériel que dans les grosses entreprises. Enfin, vous voyez qu'il n'y a pas des fois, voilà, le dialogue social est des fois plus vivant dans les petites structures, mais ça, est-ce qu'on avait besoin des fois de le démontrer? Voilà. Pour les frais d'électricité, c'est un tout petit peu différent. À quoi se référer, je te le disais d'ailleurs, Alexandre, tu as fait défiler le lien pendant notre intervention. C'est le site de l'URSSAF. C'est votre base de référence, le site de l'URSSAF. Il y a une rubrique qui s'appelle frais professionnels et il y a une rubrique télétravail qui vous donne tous les barèmes possibles, que ce soit électricité, internet, chauffage. Vous avez même un barème possible pour les gens qui sont à 100% télétravail et qui n'ont pas de place dans l'entreprise. Vous avez un montant donc d'occupation du local personnel à des fins professionnelles. Donc l'employeur, en gros, peut vous verser un loyer parce qu'au lieu d'utiliser un bureau chez lui, vous utilisez votre domicile, donc il vous paye il vous rembourse une partie de votre loyer ou de vos frais, en tout cas chez vous. Voilà. Donc votre base, elle est là parce que c'est là qu'on va véritablement avoir toutes les questions, toutes les réponses sur la prise en charge des frais. Et de toute façon, si vous avez le moindre doute, si vous êtes en discussion avec votre employeur ou si même vous êtes employeur, vous êtes directeur d'une PME, vous faites un courrier à l'URSSAF. Vous faites une demande à l'URSSAF. En gros, vous demandez si vous êtes bien couvert pour tel montant, tel frais, etc. C'est la meilleure façon, à ce qu'on appelle un rescrit, c'est la meilleure façon d'avoir la meilleure réponse, en tout cas, sur la prise en charge des frais professionnels. Et ça fait l'objet d'un dialogue. Voilà. Et c'est quelque chose qui doit être revu. Voilà. Il ne faut pas hésiter dans les accords ou dans les chartes que l'on met, que le montant peut être revu annuellement. Voilà. Ça peut des fois bloquer la première année. Et puis, si l'employeur est convaincu de la mise en place du télétravail, il peut être plus sur la deuxième année, sur la prise en charge des frais. On l'a déjà vu. Voilà. Merci Jérôme. Alors, on a des questions qui arrivent. J'en ai une par rapport... c'est plus une remarque sur le fait que le télétravail a pu être, dans certains cas, une réponse à des problèmes peut-être professionnels, personnels ou professionnels au travail. Est-ce que toi, tu as vu des cas arriver de personnes que cela a soulagé, mais est-ce que finalement, ça ne risque pas de les enfermer dans ce mode de travail? C'est très intéressant comme question. Je ne l'ai pas dit en introduction, je suis aussi syndiqué, je suis délégué syndical aussi dans une entreprise, donc j'ai mis en place, j'ai négocié le télétravail, j'ai pas mis en place, soyons modestes, j'ai négocié le télétravail il y a plus de 10 ans maintenant, et on a été très surpris au départ par les chiffres, puisqu'on avait demandé des indicateurs, les chiffres de demande de télétravail. Donc nous, c'était un accord où on avait de 1 à 3 jours de télétravail possible. Alors on a eu les boîtes classiques, les services classiques où il y avait 0 demande de télétravail. Là, on pouvait être sûr à peu près que c'était le manager qui s'y opposait. Et à l'inverse, on avait des services où les gens demandaient tous le maximum de nombre de jours de télétravail. Alors la direction, au début, s'est frottée les mains, disant « Regardez, c'est fabuleux, le télétravail répond vraiment à une demande des salariés. » On leur a dit « Non, faites attention, parce que ça peut aussi cacher une souffrance. » Et dans un des services qu'on a analysé, qu'on a étudié, il se trouve que le télétravail en fait, avait été demandé par toute l'équipe parce qu'il y avait une véritable souffrance dans l'équipe, notamment vis-à-vis du manager qui était tyrannique, qui posait des gros problèmes de management. Et en fait, les gens cherchaient juste à fuir le boulot, se demandaient même pas si le télétravail pouvait leur donner satisfaction, mais si on pouvait au moins leur donner 3 jours pour souffler hors de leur manager, ça leur allait très bien. Donc en ça, et je dirais c'est un peu comme le management défaillant, le télétravail vis-à-vis de l'organisation du travail est de toute façon un miroir grossissant
exceptionnel. C'est-à-dire qu'un problème de management qui apparaît petit ou moyen dans l'entreprise apparaît tout de suite très gros quand il est fait à distance. Et c'est la raison pour laquelle on a pu identifier, grâce au télétravail aussi, des managers qui avaient besoin d'être formés, d'où cette demande qui est arrivée dans l'année 2020, cette idée aussi qui est venue, y compris de la part des managers, qui ont exprimé aussi leur réticence, c'est problématique de former les gens au management à distance. Ce qui est très important, en tout cas, quand on met en place le télétravail dans une organisation, c'est d'écouter les gens, d'écouter les salariés, d'écouter les managers. Le problème, dans beaucoup d'entreprises, on n'a pas toujours écouté les managers de proximité. Voilà, les directions étaient pour le télétravail, pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Les mauvaises raisons étant souvent la réduction des locaux de l'entreprise, gagner des mètres carrés en mettant les gens à l'extérieur. On n'a pas toujours écouté les managers de proximité. Or, ce sont eux qui vont mettre le télétravail en musique. Donc, il est très important d'écouter les réticences de tout le monde. Et on a eu beaucoup de gens, malheureusement, qui n'ont pas osé parler parce que c'était pas forcément bien vu de parler mal du télétravail quand on était un manager et qu'on était censé porter la parole de la direction. La deuxième chose importante soulevée par cette question, je l'ai dit tout à l'heure, c'est par rapport aux problématiques d'isolement. Alors, ça a marché dans les deux sens, malheureusement. C'est que vous avez des managers, des salariés qui n'ont pas été à l'aise forcément donc, suite à des problèmes d'isolement, voilà, des gens qui avaient besoin de contacts réguliers, etc. D'autres, au contraire, qui étaient très bien en télétravail, voilà, qui n'avaient pas besoin de sursollicitation et qui en ont eu. Donc, ce qu'il est important de faire, en fait, quand on est manager et qu'on met en place le télétravail, c'est presque de faire du sur-mesure. C'est-à-dire qu'il va falloir voir dans son équipe qui a besoin d'être encadré, qui a besoin d'être moins encadré. Et il y avait des équipes, notamment, où les managers disaient, est-ce que si je fais un point hebdomadaire, c'est suffisant? Il y en avait certains qui disaient, oui, moi, ça me va tout à fait, je suis autonome sur mon poste, ça va très bien, etc. Puis il y en a d'autres qui disaient, par contre, non, moi, c'est pas suffisant, j'ai au moins besoin de t'avoir tous les 2 jours, etc. Parce que les situations ne sont pas les mêmes. Vous aviez des gens qui étaient isolés à la campagne, dans une maison où vous avez de la place, ils étaient avec leur famille, etc. Ça allait bien. Puis des jeunes qui étaient dans 9 mètres carrés sous les toits à Paris et qui avaient véritablement besoin d'échanger parce qu'ils étaient véritablement seuls. Donc, la situation personnelle des gens est très importante. Alors, c'est une situation qui n'a pas toujours été bien vécue. Il y a des salariés qui n'ont pas forcément bien vécu cette espèce d'ingérence dans leur vie perso. On a découvert des salariés qui vivaient avec des personnes en situation de fragilité. On a découvert des gens qui eux-mêmes étaient fragiles, qui ne pouvaient pas sortir à cause de la Covid, etc. Donc, ce n'est pas toujours facile pour ces salariés non plus d'exprimer quelque chose de très personnel qui sont obligés, en gros, de mettre sur la place publique. Donc là aussi, il faut prévoir, en gros, des mécanismes, de toute façon, pour faire émerger la parole des salariés. Ça, c'est essentiel quand on met en place ce télétravail. Et on pense justement, nous, ce qu'on met en avant, c'est de créer des espaces de discussion professionnels autour du télétravail. Ces espaces de discussion, c'est quelque chose qui existait dans l'année 2013 sur la qualité de vie au travail. En gros, c'était de permettre aux gens de parler de leur travail. Nous, on dit que ces espaces de discussion permettent, en gros, de discuter aussi du télétravail. Et je crois que Laurent voulait ajouter quelque chose. Oui, à minima, on peut se rappeler que dans le Code du travail, je ne sais plus si c'est le 22-9 ou le 22-10, il est prévu un entretien à minima annuel pour parler des conditions de réalisation du travail en télétravail. Donc, il y a d'un côté, je veux dire, ce garde-fou annuel, mais on voit bien que c'est à minima, mais ça devrait être réalisé puisque c'est une obligation du Code du travail. À l'autre bout de la chaîne, on a pu intégrer dans l'année du 26 novembre 2020 la possibilité pour tout salarié qui est en situation d'isolement ressenti, d'alerter son manager. Alors, on n'a pas formalisé plus avant ce dispositif d'alerte, mais on sent bien que lorsque la ministre du Travail déroge, entre guillemets, à son sacro-saint principe 100% en télétravail pour dire, pour certains salariés, l'isolement est très difficile et donc ils peuvent revenir au boulot 1 jour par semaine, c'est bien parce que tout le monde prend conscience que le télétravail à 100%, ce n'est pas bon, mais selon les individus, selon les périodes de leur vie, etc., selon leurs contraintes personnelles, le sentiment d'isolement va être exprimé à différents registres et différents niveaux. Et donc, ça nécessite à la fois que le manager soit en capacité d'entendre ou de faire exprimer ces signaux faibles de mal-être liés à l'isolement, mais aussi que le salarié se sente autorisé à aborder ces questions-là.
avec son manager, et le fait qu'on l'inscrive dans cette ANI légitime la prise de parole, même si elle est jamais facile lorsqu'on a un manager qui est soit distant, lointain, récalcitrant au dialogue de face à face, mais on donne cette possibilité-là aux salariés, une sorte de, avant de passer à une alerte plus légale sur une atteinte à la santé, eh bien, il faut qu'on puisse avoir des outils qui n'emmènent pas le salarié vers un risque psychosocial fort. Donc, on a pu créer cela dans cet accord. Maintenant, il faut l'instrumenter. Enfin, il faut le rendre effectif dans les entreprises. C'est très important, tu as raison de rappeler quelque chose que j'avais oublié, mais c'était en effet cet entretien. C'est très, très important. Qui permet, on n'a pas besoin d'attendre d'ailleurs qu'il soit annuel. Il y a aussi une espèce de qui a été créé un droit d'alerte du salarié qui peut alerter à tout moment son N+1 sur la difficulté qu'il rencontre à faire du télétravail et éventuellement mentionner ce que j'ai dit tout à l'heure, donc venir sur la réversibilité. Voilà. Alexandre, une autre question ? Oui, il y a des remarques d'ordre, si on peut dire technique, sur les titres, les chèques restaurants, l'essence, etc. Mais c'est vrai qu'on va trouver beaucoup de réponses sur le site de l'URSSAF, comme tu l'as dit précédemment. Une question de Frédéric qui demande ce qu'il en est de la responsabilité du respect ou non-respect des durées et horaires de travail en télétravail. Par exemple, si un salarié ne prend pas ses pauses, il nous donne comme exemple Frédéric. Alors, les tickets restaurants, le grand dossier du moment. Le ticket restaurant, vous allez trouver à peu près tout sur Internet et son contraire. Le ticket restaurant, donc, pour la faire court, si c'est une solution qui existe déjà dans votre entreprise, voilà, qui permet en gros de compenser la différence de traitement entre ceux qui ont accès à une cantine d'entreprise et ceux qui n'ont pas accès. Donc là, vous allez avoir le ticket restaurant qui compense la non-présence donc, dans les locaux de l'entreprise pour bénéficier de la cantine. Il faut savoir qu'il y a des entreprises assez tordues qui ont estimé qu'un salarié n'habitant pas trop loin de son entreprise n'avait pas besoin d'avoir de ticket restaurant puisqu'il pouvait se rendre à la cantine. Donc en gros, je vous invite un peu à vous projeter la chose. Vous êtes en télétravail. Le lundi midi, vous devez aller manger à la cantine pour voilà, à peu près à tous les bénéfices du télétravail. Donc là, il y a des solutions comme ça qui ont été avancées. Alors, il faut savoir qu'il y a des entreprises, il y a des organisations syndicales qui, actuellement, là, emmènent les directions d'entreprise au tribunal donc sur cette problématique de tickets restaurants. Je pense que il va falloir véritablement, à un moment, que la casse ou je ne sais pas, mais qui se prononce en tout cas sur cette problématique de tickets restaurants. L'URSSAF se contentant de citer surtout les bases de remboursement, les attributions, etc., mais n'arrivons pas aujourd'hui à trancher sur la problématique des entreprises en télétravail. C'est le fameux dossier que vous avez très certainement lu dans la presse autour de SFR. SFR aujourd'hui n'a plus droit au ticket restaurant. Les salariés de SFR n'ont plus droit au ticket restaurant quand ils sont en télétravail. À l'inverse, vous avez beaucoup de boîtes qui ont au contraire mis en place le ticket restaurant pour les entreprises, pour les salariés qui n'ont plus accès à la cantine, puisque les entreprises sont fermées pour la plupart d'entre elles. Donc là-dessus, il y a une véritable obligation. Je dirais que si vous aviez accès avant à une cantine ou à une restauration collective subventionnée par l'employeur et que désormais vous êtes mis en télétravail forcé, vous devriez pouvoir bénéficier des tickets restaurants. Mais ce n'est malheureusement pas automatique et on attend beaucoup des jurisprudences qui vont sortir sur ce dossier. Alors, sur le respect des horaires, j'ai envie de dire des fois que c'est à peu près la même problématique qu'en présentiel, mais je dirais qu'elle est encore plus importante parce que vous vous retrouvez seul. C'est un des gros problèmes du télétravail, c'est qu'on a beaucoup de personnes ont comparé un petit peu les auto-entrepreneurs, c'est-à-dire en gros à se retrouver seuls, à gérer leur planning, à gérer leur charge de travail et en gros à gérer leurs horaires. Donc heureusement, il y a des garde-fous. Donc on rappelle un certain nombre de principes dans l'ANI. Dans l'ANI 2020, le principe du droit de déconnexion qui est maintenant dans la loi apparaît. On sait malheureusement que bien souvent, ce droit est fictif dans beaucoup d'entreprises. Il y a beaucoup de manquements, etc. Alors nous, à CFDT Cadre, on a un certain nombre de dispositifs autour de cette question, notamment des formations à destination des salariés aussi, parce qu'on pense que le problème de déconnexion est souvent lié à une addiction aussi numérique. Ce n'est pas seulement lié à la charge de travail ou en tout cas à l'employeur. Il y a aussi beaucoup des fois de la
la part de l'employé. Sur la partie employeur, évidemment, le rappel des règles. Alors, vous avez des entreprises qui ont mis ce matin un accord télétravail où les gens badgent de façon électronique, de badgeage, etc. La pause déjeuner, on le sait que c'est le moment souvent le moins respecté en télétravail. On invite même les gens qui font une pause déjeuner à quitter leur écran, parce qu'on a beaucoup de salariés qui ont une pause déjeuner le midi, mais qui restent coincés dans leur écran à regarder un épisode de leur série sur Netflix. Donc ça, c'est pas bon non plus. On va rappeler un certain nombre de règles dans notre guide télétravail. Notamment, je vous invite à aller voir tout ce qu'a produit l'INRS sur les postures au travail, l'ergonomie, etc. Voilà, la coupure des écrans, j'ai envie de dire, c'est pas que hors travail, c'est aussi pendant le travail. Il faut se ménager aussi des pauses. Et c'est la raison pour laquelle nous avons insisté sur la non-disponibilité permanente des salariés en télétravail. Il faut pouvoir leur ménager des pauses, qu'ils puissent déconnecter des écrans pour aller lire, pour aller marcher, pour aller faire autre chose et pouvoir se reconnecter aussi. Donc là, cette problématique des horaires et de la charge, elle est issue aussi d'un problème français, qu'on connaît bien, qui est la posture des managers qui sont encore beaucoup dans ce qu'on appelle en anglais le command and control, en gros, commander et contrôler. C'est-à-dire quand je n'ai pas mes salariés sous la main, je ne sais pas ce qu'ils font. Et comme disait un manager un peu récalcitrant dans télétravail et télé, donc c'était un petit peu gênant. On a aussi évidemment cette vision du télétravail qui est encore perçue par beaucoup de salariés comme une récompense, qu'ils vont se surinvestir dans le télétravail, entre guillemets, soit parce qu'ils ne sont pas à l'aise vis-à-vis des gens qui ne télétravaillent pas dans leur entreprise, soit parce qu'ils se sentent accablés par les reproches. Voilà, toi, tu as la chance de télétravailler, moi pas, tu as un droit, en gros, tu as une récompense que je n'ai pas, etc. Et on le voit notamment dans les enquêtes qu'on avait fait notamment avec le cabinet Aubergo il y a quelques années, avec ce paradoxe évident, c'est que les salariés nous disaient que le télétravail, c'est plus de liberté, mais c'est aussi plus de travail. La charge de travail ressentie est plus importante. Donc, il y a une véritable surveillance à mettre en place, qui passe beaucoup aussi par de la pédagogie, par de la surveillance, de l'encadrement du manager, parce que le salarié seul, en face de son écran, face à son N+1, souvent n'y arrive pas. Donc, il faut véritablement l'aider. Et puis aussi, de quitter un peu cette posture du télétravail, et nous, c'est ce qu'on veut aussi à travers cette année, que le télétravail cesse d'être vu comme une récompense. Vous savez, il y a un chiffre très clair qui dit en gros que une personne en télétravail qui économise 2 heures de trajet de transport par jour, en gros, elle en garde une pour elle, elle en donne une à l'entreprise. Voilà. Donc, on est encore un peu aujourd'hui dans cette espèce de dichotomie qui est important, en gros, de régler, dont le télétravail n'est pas une récompense. C'est une organisation du travail comme une autre. Oui, on doit surveiller sa charge de travail, on ne doit pas travailler plus, etc. Ça passe des fois, vous savez, on le met dans le guide, ça passe par des règles toutes simples. C'est éteindre son écran quand on a terminé de travailler. C'est 18h, 18h30, 19h, peu importe, pas trop tard, mais l'heure qu'on s'est fixée, en tout cas, éteindre son écran. Parce qu'on a beaucoup de salariés qui nous disent, oui, moi, malheureusement, par exemple, je laisse mon écran allumé, j'arrête de travailler à 18h30, bon, je viens de le rééteindre à 21h, mon écran, sauf qu'évidemment, en éteignant mon écran, je regarde mes mails, etc. Et je suis reparti pour 1 heure, 1 heure et demie, etc. Voilà, donc, il y a un travail à faire du côté de l'entreprise qui est éviter une sursollicitation. C'était le but du droit de déconnexion. Il y a un travail aussi à faire, nous, chaque salarié, sur notre utilisation des outils. Donc, ça passe par la formation, la pédagogie et par l'organisation du travail et notamment de la charge de travail. C'est la raison pour laquelle on propose au sein de la CFDT Cadre, prochainement, au mois de mars, une formation de 2 jours sur la charge de travail. On ne parle plus forcément du temps de travail, on parle aussi maintenant de la charge de travail, qui est quelque chose à réguler. Oui, Laurent. On trouvera dans l'accord quelques éléments d'indication aussi, où on parle de plage habituelle de travail ou de connexion. Donc on fait référence à l'organisation habituelle, et à l'intérieur de cette organisation habituelle, le télétravailleur, celui qui est en situation de télétravail, va fixer avec son manager des plages sur lesquelles le manager ou les collègues peuvent le contacter. C'est dans le cadre de ces discussions à la fois individuelles et collectives sur l'organisation de l'ensemble qu'on va pouvoir créer des espaces de déconnexion où les personnes en télétravail peuvent ne pas être connectées, peuvent ne pas être soumises au flot de mails et de réponses instantanées pour pouvoir se consacrer à des tâches qui demandent un peu de réflexion, un peu de concentration. Donc ça, c'est un premier aspect. Il y a eu des questions posées dans le chat sur les aspects de santé au travail. On trouvera 1 ou 2 occurrences
Bien sûr, on en a parlé sur le risque d'isolement. On va trouver des choses sur les dimensions ergonomiques du travail et puis aussi des questions sur les problématiques de vision qui sont évoquées dans le chat. Un point qui n'a pas été évoqué, mais qui fait l'objet de beaucoup de travaux de suivi en ce moment, ce sont les risques liés au développement de la sédentarité des personnes. Il y a une très grosse étude qui a été publiée la semaine dernière sur ces risques induits par le télétravail. Et je pense que c'est un des facteurs sur lesquels on doit être très attentif dans les conseils, dans les situations, je veux dire, les visios assises tout au long de la journée. Enfin, voilà, ça a des effets sur un certain nombre de pathologies que l'on connaît maintenant bien et sur lesquelles donc, on a à être vigilant. Donc, le S de sédentarité, le S de solitude et le S de surconnexion. C'est les trois facteurs de risque majeurs qui ont été identifiés, mais il y en a d'autres qui sont liés finalement à la surabondance soit de la connexion, soit du télétravail on a édité, sur à domicile. Sur notre site, peut-être revenir, s'il n'y a pas d'autres questions, le temps qu'Alexandre retrouve son micro. Sur l'espace ressources, je le disais tout à l'heure, donc il y a un onglet sur notre page télétravail. Je vous invite aussi à aller voir de notre guide les 12. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, attends, je peux juste. Je vous invite à aller voir sur notre guide, c'était dans le précédent, ça sera dans le nouveau, les conditions de réussite du télétravail pour le salarié. Voilà, ça vous permet d'avoir une petite checklist pour les salariés, de faire un peu un auto-diagnostic, de voir ce qui ne veut pas dire que ça marchera forcément quand ils seront en télétravail, mais en tout cas, ça leur permet déjà d'avoir un pré-retour sur le télétravail. Oui, vas-y, Alexandre. Oui, j'étais justement en train de dire qu'on ne t'entendait pas très bien, Jérôme, mais visiblement, on m'entendait encore moins. On t'entendait encore moins, oui. Il y a une question très intéressante de Heidi qui nous demande si on pense que les compétences dites douces, donc j'imagine les compétences plus comportementales, doivent être prises en compte davantage par rapport aux compétences techniques en télétravail, par exemple lors des évaluations annuelles, cela pour mieux valoriser les salariés. Donc, quelle est la place, comment on doit valoriser ces compétences douces, comportementales sur la période que l'on vit actuellement? Les prendre en compte, oui, les évaluer ou que ça devienne des conditions d'accès au refus du télétravail, il faut faire très attention. Parce qu'on est sur des soft skills, les compétences légères qui sont difficilement mesurables. Il faut plutôt en faire un facteur de réussite. C'est-à-dire qu'on est capable aujourd'hui d'identifier en effet ces compétences qui peuvent favoriser le télétravail. C'est ce qu'il y en a notamment dans les 12 conditions de réussite du télétravail pour salariés que je viens de mentionner. C'est des choses en effet qu'on peut dire qu'en effet, un salarié qui a telle ou telle compétence peut être amené à mieux réussir le télétravail qu'une autre, mais il ne faut pas que ça devienne non plus, il ne faut pas que ça devienne un frein. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je n'ai pas ces compétences-là que je ne vais pas réussir. Voilà, donc c'est toujours faire attention. C'est comme le principe d'autonomie qui est rappelé dans l'ANI 2020, etc. C'est très difficile de définir ce qu'est l'autonomie du salarié. Voilà, nous, on fait très attention à ça parce que l'autonomie du salarié n'est pas l'indépendance. Ce n'est pas parce que je suis autonome que je dois être indépendant. Ce n'est pas parce que je suis autonome que mon manager n'a pas à m'encadrer un minimum, etc. Donc, il faut toujours faire attention à ces choses qui sont difficilement évaluables. Vous savez, c'est comme je le disais tout à l'heure, la différence entre le temps et la charge de travail. Le temps de travail, on sait le mesurer. Je vous mets une pointeuse et j'arrive à voir à peu près quand est-ce que vous commencez, quand est-ce que vous arrêtez. La charge de travail, elle est très différente d'une personne et une autre. Et dans ces compétences légères, on va commencer à rentrer dans des choses très subjectives. Est-ce qu'il en faut un petit peu de ça, un petit peu beaucoup? Quelle recette, quel mix entre ces compétences? Donc, oui, ça peut être plutôt décrit dans des bonnes pratiques et des choses qui sont amenées à favoriser le télétravail. Je n'irai pas les inscrire dans un accord, personnellement, dans une charte. Je ne pense pas que ce soit le bon endroit pour le faire. Oui, Laurent. Oui, ce qu'on peut dire, c'est que l'accord de 2020, il se centre sur les activités. Donc, ce qu'il faut d'abord regarder, c'est quelles sont les activités qui sont télétravaillables. Et après, seulement se poser la question et poser la question avec le salarié si cette activité-là, il se sent de la réaliser en télétravail.
sans une supervision immédiate ou sans le support des collègues. Voilà, donc c'est repartir de l'activité, ensuite regarder les conditions d'exercice de ces missions, de ces tâches à distance et la capacité que le salarié peut avoir. Et dans cette démarche-là, on vient renforcer aussi le rôle du manager dans la montée en compétence ou la montée en capacité de son équipe à prendre en charge de façon autonome un certain nombre de situations professionnelles, d'activités. C'est vrai que si on a un préjugé globalisant sur tel ou tel salarié, sur sa capacité à, etc., alors on va sans doute ne pas percevoir que sur tel type d'activité, il a la capacité de le faire à distance. Donc ça vient, vous trouverez dans l'ANI un certain nombre d'occurrences où les conditions de réussite passent par ce dialogue à la fois individuel et collectif avec les salariés qui composent l'équipe concernée par l'organisation des activités. Oui, est-ce que tu m'entends? Oui, toujours. Vous m'entendez? Alors, il y a plusieurs questions, mais qui se rejoignent, qui parlent de déconnexion, de fatigue nerveuse par rapport au temps qui est passé sur les écrans. Valériane nous demande ce que dit le nouvel accord sur le droit à la déconnexion, dont on a un peu parlé, mais voilà, on peut revenir dessus. Et est-ce que l'employeur a le droit de mettre en place des outils pour vérifier les horaires de connexion? Alors, deux questions là-dessus. Sur la connexion, l'ANI 2020, alors je parle toujours sur la surveillance de Laurent qui a négocié, qui faisait partie de la délégation cet été pour négocier cet accord. Il n'y a pas véritablement. Oui. Est-ce que tu peux t'approcher de ton micro? Excusez-moi. C'est à force de faire des grands gestes, mon micro part. Je disais, déjà, je parlais sous ta surveillance, Laurent, parce que tu as négocié l'accord, mais il n'y a pas véritablement de nouveauté. On rappelle beaucoup ce qui a déjà été mis dans la loi sur le droit à déconnexion et ce qu'on avait mis, ce qu'on a mis aussi dans les accords d'entreprise, etc. Donc, pas véritablement de nouveauté, si ce n'est que ce droit est renforcé par le télétravail, évidemment, puisque je rappelle toujours que le droit à la déconnexion, ce n'est pas que le soir et le week-end, comme on l'a souvent lu, c'est aussi au cours de la journée de travail. Donc, on peut avoir des plages horaires. On a vu ça notamment pendant le premier confinement où les agendas n'ont souvent pas été changés. Des personnes se sont trouvées 6 à 7 heures par jour en visioconférence, ce qui est absolument insupportable. L'ajustement s'est fait petit à petit, heureusement. Donc ça, la première chose à faire, c'est qu'il faut véritablement retravailler, repartir de la loi qui a été mise en place. Sur les outils aussi, il y a un certain nombre d'outils qui ont été mis en place pour aider la mise en place de ce droit à la déconnexion. Alors des outils des fois qui font sourire, mais qui ont prouvé leur efficacité. Je pense aux outils de pop-up qui s'affichent quand vous essayez d'envoyer un mail en dehors des heures de travail. Alors on peut penser que c'est un gadget. Pour l'avoir essayé personnellement, ça marche. Voilà, on se surprend à envoyer des mails en dehors des heures de travail alors qu'on ne s'en rendait pas forcément compte. Comme quoi, on est très vite déformé. Voilà, donc il faut véritablement ne pas hésiter non plus. C'est une obligation de négocier, en tout cas de mettre en place quelque chose autour du droit à déconnexion des entreprises. Là, la loi y invite, donc il faut mettre ce sujet sur la table. Je pense que le télétravail est un très bon moyen de le faire. Alors, l'employeur a le droit de mettre des outils donc, de surveillance des connexions. La loi, donc, je vous invite à aller voir le site de la CNIL. La CNIL, pareil, a fait un dossier très très bien sur le télétravail. L'outil doit toujours être proportionnel au but recherché. Qu'est-ce qu'on veut mesurer? Si en gros je vous surveille, je surveille vos connexions, pourquoi? Voilà, déjà c'est les connexions professionnelles. Est-ce que c'est le nombre de connexions ou est-ce que c'est le contenu? C'est pas la même chose. Savoir que vous êtes connecté 100 fois dans la journée à Internet, c'est pas pareil de savoir si vous êtes connecté 50 fois au site de la SNCF et 50 fois à un site professionnel. Donc là, il faut faire attention. La deuxième chose, c'est que de toute façon, tout outil de traçage sur votre machine doit faire l'objet d'une consultation des élus si vous en avez, et en tout cas d'une information des salariés, quelle que soit la taille de l'entreprise. Donc on ne peut pas mettre en place un outil de surveillance si vous n'êtes pas informé de l'existence de cet outil et de savoir exactement, 1, qu'est-ce que va mesurer cet outil, 2, est-ce que vous pouvez avoir accès aux données qui ont été enregistrées. Alors, il y a des petites exceptions dans la loi, mise en place de caméras, notamment dans des entrepôts, pour vérifier pourquoi il y a un vol, etc. Bon, c'est des cas très minimes, on n'est pas concerné par le télétravail. En tout cas, voilà, donc, tous les outils qui sont mis en place, qu'on appelle les keylockers, notamment des outils qui sont vendus par des sociétés qui permettent à l'employeur de surveiller ce que vous tapez sur votre clavier,
les outils qui prennent une photo à l'aide de votre webcam, qui prennent des photos toutes les 10 minutes de capture d'écran pour voir si vous êtes devant votre écran, etc. Ça, c'est des outils qui ont été jugés disproportionnés. Alors évidemment, je dis ça pour une entreprise en général, si évidemment vous êtes dans un centre d'appel et que vous répondez à distance, ça peut être des fois nécessaire de voir si toutes les 10 minutes vous êtes en face de l'écran. En tout cas, vous avez quand même droit à des pauses, vous avez quand même le droit de quitter votre écran, etc. Donc, il faut toujours voir le traitement derrière qui est fait de ces outils. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous devez être informé de l'existence de cet outil. Un employeur ne peut pas mettre un outil de surveillance de quelqu'un qui travaille sans l'en avoir informé. Il faut toujours que cet outil soit proportionnel, donc ce moyen de surveillance soit proportionné au but recherché. Voilà. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi, heureusement. Voilà. Écoute, c'est la dernière question que je prenais, Alexandre. Je vais conclure maintenant ce webinaire, parce que ça fait 1 heure. Donc, vous pourrez accéder à ce webinaire replay. Voilà, c'est pas sur le site de vidéo, vous aurez aussi la possibilité donc d'aller sur notre site internet, donc notre page télétravail pour voir un certain nombre de documents disponibles, notre guide télétravail, des fiches qu'on a fait aussi pendant le confinement autour du télétravail, consulter l'année 2020 et puis bien sûr nous contacter si vous avez besoin d'aide ou pour discuter voilà, de la charte que vous voulez discuter avec votre employeur, alimenter vos discussions avec votre employeur pour la mise en place du télétravail. Voilà, Laurent, je te remercie d'avoir été parmi nous. Et puis, je voulais remercier aussi Alexandre d'avoir fait d'avoir assuré l'animation et l'organisation matérielle de ce webinaire. Laurent, peut-être un petit mot? Oui, on reste à votre disposition avec notre rubrique contact sur le site Webcadre pour répondre aux questions que vous poseriez à la suite de ce webinaire, celles auxquelles on n'a pas pris le temps de répondre. Et puis, on a un prochain rendez-vous webinaire dans 15 jours, même jour, même heure, pour parler des questions de formation dans les TPE. Voilà, un sujet qui nous concerne. Merci beaucoup. À bientôt. Hugo, on est dans un bureau d'études de 7 employés, on bosse pas en usine. Et alors, on a moins de droits? Non, mais tes fameux représentants syndicaux, ils vont faire quoi? Eh bien, la CFDT va se battre pour le droit à la déconnexion, par exemple, pour que tu puisses passer des week-ends qui ressemblent à des week-ends. Ah, ok, là tu m'as convaincu. Le vote, c'est sur Internet? Oui, et t'es pas obligé de voter le dimanche. Pour améliorer vos conditions de travail et obtenir de nouveaux droits, votez CFDT.